vraiment j'ai dit très fort, encore plus fort, qui s'appelle Vincent Avanzi et qui est Chief Poetic Officer, qui était au programme de e-marketing 2020 et 2019, qui ne se sont pas tenus. Donc je vais lui demander de juste nous dire un ou deux petits mots sur scène. Tu peux venir s'il te plaît Vincent, et puis ensuite on passe la parole. Je vous invite à nous rejoindre et ça va bientôt commencer. Est-ce que tu as un poème pour nous inspirer aujourd'hui? Merci beaucoup ma chère Cécile. Bonjour à tous, merci d'être venus, on est ravis que vous soyez là. J'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, je voulais savoir quel était votre point G, votre point génial. S'il y avait un mot qui devait vous définir, vous caractériser en tant qu'être humain, en tant que poète, je veux savoir qu'est-ce qui vous permettait de vous mettre dans votre flow, dans l'orgasme de votre âme. Donc s'il y a un mot qui pouvait vous définir, ce serait quoi? Moi, je vais vous donner le mien, c'est le mot harmonie. Le mot harmonie, parce que l'harmonie est à l'intérieur de soi, avec les autres, dans les organisations, les religions, les galaxies, etc., la nature. Vous, ce serait quoi votre mot-clé de vie? L'équité, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres mots dans la salle? Hein? L'équilibre, très beau mot aussi. L'éco-responsabilité. C'est quoi? La compassion. Le cheval. Ou l'homme-cheval. C'est quoi l'homme-cheval d'ailleurs? Si, c'est un animal, c'est quoi? Non? Sagittaire? Non. C'est quoi? Hein? Le centaure, bien sûr, merci beaucoup. Qui est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être l'amour, la joie, la famille, quelque chose à laquelle vous voulez dédier votre vie, hein, le cadeau de votre vie que vous avez à offrir au monde, ce serait quoi? La gourmandise, merci beaucoup d'aller dans les péchés capitaux. Ce serait quoi toi, Cécile? Je sais pas, l'ubiquité. Ah, l'ubiquité, merci beaucoup. Arnaud, l'équanimité. Est-ce que tu veux venir expliquer ici ce que c'est sur scène? Après, d'accord. Quelqu'un d'autre? La bienveillance, merci. La connaissance. L'engagement, merci. Ça nous fait une très bonne transition. Ça fait une très belle équipe et juste en fait le petit mot avec lequel je vous laisserai aujourd'hui, c'est que l'important dans votre vie, c'est pas forcément être le meilleur dans le monde, mais le meilleur pour le monde. Merci beaucoup et très bonne conférence. Merci Vincent, merci beaucoup. Donc j'ai le plaisir maintenant d'accueillir sur scène notre brillante animatrice Émilie Thierry, sous vos applaudissements bien sûr. Également Laure Képès qui nous vient de Café Joyeux, Émilie va vous présenter. Il y a des escaliers aussi à droite, hein. Elles sont sportives, elles sont géniales. Jean-Paul Bouteloup qui va sauter sur scène directement. Non, tu prends les escaliers, c'est très bien. Bravo Jean-Paul, on le remercie. Également Stéphane qui nous vient tout droit de Paris. Je plaisante parce qu'en fait, on a des personnes qui viennent un petit peu de toutes les régions de France, notamment Montpellier, notamment Bordeaux. Et Arnaud Collery, speaker international, qui nous vient de Bordeaux et des États-Unis également. Merci à tous et je passe la parole donc à Émilie. Merci beaucoup Cécile, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que j'ai plutôt une petite voix, c'est bon? Tout va bien. Je suis Émilie Thierry, je dirige un média professionnel spécialisé dans le good, justement, ça tombe bien, c'est pour ça que je suis là, qui s'appelle The Good, le bien nommé, thegood.fr, qui est un média d'Influencia, vous connaissez peut-être en tant que professionnel du marketing. Donc Influencia qui est un média dédié au marketing et à la communication, et The Good qui est un média dédié à la transformation écologique, sociale et solidaire des entreprises et des marques. Et donc ça me touche vraiment beaucoup d'être là aujourd'hui, d'échanger pendant 1 heure avec ce panel assez inspirant. Voilà, les préparations m'ont mise en joie puisque vraiment chacun à son niveau est vraiment très engagé dans la transformation de son entreprise ou de sa marque. Et donc voilà, je suis ravie de vous présenter le panel avec Jean-Paul Bouteloup, qui est ici,
qui est directeur marketing de PwC France et Maghreb. Vous pouvez l'applaudir. Arnaud Collery, qui est ici, et qui est le fondateur d'Humanava, et qui est aussi start-upper, fondateur et speaker international, voilà, comme il se définit aussi. À ma gauche, Stéphane Duré, qui est fondateur d'Histoire française. Vous pouvez l'applaudir. Et à ma droite, pour équilibrer, puisque tout à l'heure on a parlé d'équité, pour équilibrer la table ronde, on a aussi Laure Kepes, qui est directrice de la collecte de fonds pour Café Joyeux. Elle n'a pas osé tout à l'heure citer joyeux comme mot, mais je pense que c'est aussi un mot qui nous définit pas mal. En guise d'échauffement, je vais vous proposer tous les quatre de présenter très rapidement votre entreprise, voilà, en 1 minute, un format elevator speech. Peut-être toi, Arnaud. Humanava, ça vient de humain en sanskrit, et c'est une plateforme de développement personnel et de dépassement de soi, en 30 secondes. Bonjour à tous. Histoire française a pour ambition de présenter le meilleur de la création française et de l'artisanat français éco-responsable. Donc c'est un projet qui peut être assez protéiforme. Aujourd'hui, il a pris une première vie sous la forme online avec un site e-commerce qui va présenter un ensemble de savoir-faire français, de produits artisanaux, fabriqués en France, comme je disais, pas uniquement pensés, conçus ou dessinés, mais vraiment fabriqués en France, à 100%, éco-responsable aussi, dans les domaines du lifestyle, que ce soit de la décoration, des arts de la table, de la beauté du bien-être, de l'enfant ou encore de la mode. Bonjour à tous. PwC, donc, c'est une entreprise qui fait partie du réseau PwC à l'international, donc c'est une entreprise française. On est 5000 collaborateurs et nous sommes spécialisés dans les métiers de l'audit, du conseil, de la transaction d'entreprise et également les services légaux, tout ce qui est activité juridique et fiscale. Alors, Café Joyeux, sa raison d'être, c'est l'inclusion de la fragilité dans le monde par la rencontre et par le travail. Et pour ça, on ouvre justement des cafés-restaurants qui emploient et qui forment des personnes en situation de handicap mental et cognitif au cœur de nos villes et au cœur de nos vies. Voilà. Merci à tous pour cette présentation de vos entreprises. On va rentrer un peu plus dans le détail par la suite. Qui a une idée très claire parmi vous de ce que c'est le marketing for good? Ah. Et bien, ça tombe bien. Quand on a préparé cette table ronde, ce dont j'ai fait part à mes camarades, c'est qu'en tant que journaliste, très souvent, donc journaliste d'un média qui s'appelle The Good, très souvent je reçois des communiqués de presse pour telle ONG qui lance telle action, telle marque qui fait de la philanthropie ou de la charité. Sauf qu'en fait, ma définition du good, ou en tout cas la définition qu'on a donnée à The Good, c'est je ne vais pas dire très éloigné de ce sujet de la philanthropie, mais c'est un sujet très partiel finalement, la philanthropie, dans l'ensemble du good. Nous, on définit le good comme le bien commun, et on parle de good economy pour l'économie du bien commun, ou l'économie de l'intérêt général. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'économie de l'intérêt général? C'est penser à la planète et penser à ses habitants. Et je pense que vous avez tous déjà entendu parler de transition durable, transition écologique, transition sociale. Moi, c'est ma vision du good, mais l'idée, c'est de partager avec l'ensemble de mes camarades aujourd'hui sur ce qui fait le sel de leur activité et en quoi leur activité est ou pas good, enfin en l'occurrence elle pour chacun des invités. Donc l'idée c'est de vous proposer d'abord, avant d'arriver aux clés de succès et aux clés de réussite du for good, de vous proposer de travailler sur une première définition de ce qu'est le marketing for good. Comment les professionnels intègrent les enjeux climatique, le risque climatique, la limite des ressources naturelles, la question de biodiversité, les questions d'inclusion, les questions de diversité aussi en termes sociaux et sociétaux.
Donc ça sera un des premiers enjeux qu'on va aujourd'hui évoquer. Et puis après, on va travailler sur rentrer dans des choses un peu plus concrètes pour vous qui êtes professionnels du marketing, sur comment on peut développer des offres, des produits, des services qui intègrent ces enjeux sociaux, sociétaux, tout en conciliant efficacité économique et bien commun ou intérêt général. Donc voilà un peu l'agenda de la table ronde de cet après-midi. Et je vous propose peut-être d'écouter, en guise de première définition, ce que chacun de nos invités peut nous raconter sur le moteur de la création de leur structure. En l'occurrence, on a deux fondateurs de structure. Café Joyeux, qui est aussi un modèle entrepreneurial assez récent et qui est ce qu'on appelle un modèle à impact positif. Et du coup, Laure va nous raconter un peu ce qui a été le moteur de la création de Café Joyeux. Et puis, on reviendra avec Jean-Paul après sur comment une entreprise qui n'est pas impact native, qui n'est pas dans la RSE par nature, intègre ces enjeux au quotidien dans sa stratégie. Je vous propose peut-être de commencer par Arnaud. Merci, très content d'être là. Et puis même, si vous regardez un petit peu ce qu'on fait, donc Humanava, effectivement, donc une plateforme, développement personnel, et le dépassement de soi. En gros, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des masterclass vidéo de 90 minutes, 2 heures, qu'on découpe dans des modules de 5 à 10 minutes sur les thèmes comme le leadership féminin, la diversité, l'inclusion, la résilience, l'enthousiasme, l'encouragement, etc., etc. Toutes ces belles valeurs. Pourquoi on a monté ça ? Tout simplement parce qu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Pour moi, il n'y a rien d'autre qui est important aujourd'hui. Je pense que pour moi, ma définition du marketing for good, ce serait marketing dont l'impact est important. Pour moi, il faut faire quelque chose. Donc, où vous allez dans l'environnement, où vous allez dans le côté sociétal, humain, c'est en tout cas ce que j'ai choisi. Ça fait 25 ans que j'avais choisi ça. J'avais 22 ans, quelque chose comme ça, quand j'avais fait la première émission télé en France sur le bonheur. Et on m'avait dit à l'époque, c'est un truc qui ne sera jamais français. C'est pas un truc pour la France. Mais si, je veux parler de rêver, d'être gentil, de persévérance, de bienveillance, etc. Et puis non, c'était pas au goût du jour. Donc j'ai dû partir. Je suis parti 20 ans un peu partout dans le monde, faire toutes sortes de métiers. 30 pays, 15 métiers différents. Et puis les hasards de la vie font que j'ai dû revenir en France pour mon père qui était malade. Et là, je me suis dit, on va monter une plateforme avec ce qui m'a conduit toute la vie. On va essayer de reprendre ce que j'ai vu dans des tribus, ce que j'ai vu au Japon, en Chine, etc. Et puis le mettre au goût du jour. Et le but, c'est de trouver la meilleure personne, la plus adéquate dans chacune de ces thématiques pour inciter les autres. Moi, mon combat, c'est ça, à devenir qui tu es. Et si on va au début de ce que c'était la RSE, même les combats écologiques, c'était quoi ? C'était mettre l'humain au centre. Et mettre l'humain au centre, ça commence par la connaissance de soi. Donc c'est directement lié à l'impact. Il y a 1 personne sur 5 en moyenne qui se connaît. Même dans les managers, même dans vos managers. Même chose. Donc apprendre à se connaître et qu'est-ce que j'aime ? C'est quoi ma quête de sens ? Où je suis bon ? D'où je tire mon énergie ? D'où je tire ma joie ? Et voilà. Donc voilà ce qui me fascine. Voilà pourquoi on se lève le matin avec notre équipe et pourquoi on essaie de faire les masterclass les plus dingues possibles. Et le but, c'est d'avoir une centaine de masterclass avec des chamans du Brésil, des sumos du Japon, des actrices du Népal. Enfin, il rigole parce on montait des événements un peu partout dans le monde avant et il a fait partie, comme speaker, Vincent, de certains de mes événements à Londres, notamment. Donc, il sait de quoi je parle. Mais voilà, ce que j'aime, c'était la diversité. Diversité de couleurs, diversité, ce qu'on appelle aux États-Unis la diversity of thought, la diversité de pensée. Et pour moi, c'est directement lié à la transformation sociétale. Je vois encore en France, il y a des patrons qui me disent « Oui, diversité, j'y suis pas encore. » Non, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. La diversité, c'est directement lié à la créativité. Vous prenez n'importe quelle start-up de Silicon Valley, toutes les réussites sont faites avec des gens qui venaient de différentes couleurs ou de différents milieux, qui ne pensaient pas pareil. Donc c'est bien pour vous, c'est bien pour l'humain, c'est bien pour l'humour, et puis surtout, c'est bien pour la société. Il faut... voilà ce qui me motive, c'est la diversité dans tout. Voilà.
tant qu'on est... Concis ou un peu partout? Non, c'est très bien. C'est exactement... Il y avait de la passion, en tout la cas. question, la passion. Mais de toute façon, je pense qu'on est une table ronde de passionnés. Parce que l'engagement est forcément lié à une forme de passion. Et du coup, je vais faire le pont, parce que en tant que journaliste, on aime faire les transitions, avec Laure, parce que question de diversité, question humain, c'est aussi ce qui est au cœur du modèle économique et du modèle de la vision d'entreprise de Café Joyeux. Oui, mais je parlerais même de différence. Nous, on a un peu un slogan qu'on voit souvent sur nos petites boîtes de café et ailleurs, c'est la différence est notre force. Donc effectivement, nous, on peut être tous différents. Nous, on emploie des personnes que l'on dit extraordinaires, puisqu'on emploie 70 personnes dans les cafés-restaurants, 70% de personnes en situation de handicap mental et cognitif, ce qui fait que certains de la restauration nous prennent un petit peu pour des mamoules, parce qu'on dit qu'avec tout ça, non seulement on va faire de l'inclusion professionnelle, mais en plus, on va faire un business et ça va marcher. Mais pour revenir au moteur, c'est évidemment l'inclusion, mais à l'origine de Café Joyeux, le fondateur s'appelle Yann Bucaille, c'est un monsieur assez extraordinaire et qui est un multi-entrepreneur, et ce projet est né d'une rencontre. Et je vais la raconter brièvement parce qu'elle est assez forte. Il a changé de vie il y a une dizaine d'années avec son épouse. Ils sont partis vivre en Bretagne. C'est un passionné de voile. Et ils ont monté une association. Ils ont fait construire un catamaran. Un catamaran, c'est un passionné de voile, donc il a fait construire un vrai bateau qui va vite, qui est solide, mais qui était capable d'accueillir des personnes en fauteuil, tout type de personnes. Et encore aujourd'hui, ce bateau et cette association existent et embarquent 3 fois par semaine des marins d'un jour qui sont personnes en situation de handicap, personnes malades, personnes âgées, prisonniers, prostituées. Enfin, c'est un peu tous les exclus, on va dire, de la société à qui on offre comme ça une parenthèse. Il y a des personnes qui habitent en Bretagne et qui n'ont jamais vu la mer. Et lors d'une de ses sorties en mer, il a rencontré Théo, que vous pouvez voir sur souvent quel petit bonhomme qu'on voit un peu sur notre marque partout, qui est un jeune homme autiste et qui lui dit « Mais toi, Captain, il paraît que t'es patron, t'aurais pas un métier pour moi ?» Et Yann, il s'attendait pas à ça. Il lui a dit bah non, excuse-moi, mais si tu veux, je peux te ramener sur mon bateau, on peut faire une deuxième sortie. Et il s'est fâché, il s'est mis en colère en disant « Mais non, moi, ce que je veux, c'est être utile. T'as pas compris. Moi, je veux un métier, j'en suis capable. » Et ça l'a bouleversé, en fait, cette rencontre. C'était en 2014, et 3 ans après, ouvrait le premier Café Joyeux à Rennes. Pas du tout avec une ambition à l'origine, il a fait ça avec son épouse, de monter une marque et de se développer en France et un peu partout dans le monde. Mais en fait, toutes ces personnes, comme Théo, il y en a à peu près 800 000 en France, ce qui représente quand même près d'1% de la population. Et toutes sont quasiment exclues de l'emploi, invisibles au regard des autres. Si vous n'êtes pas confronté vous-même dans votre famille ou avec vos amis au handicap, c'est rare qu'on puisse côtoyer ces personnes. Et l'objectif, c'est justement de leur donner la place qu'elles méritent, une place à part, entière, pour participer à la vie économique et sociale de notre pays. Et je vous assure que quand on les voit au quotidien, ils font des progrès absolument incroyables. Ils apportent de la valeur. Et je ne sais pas si je peux là préciser un peu le modèle, mais c'est vrai que nos cafés et restaurants sont des entreprises ordinaires. Donc on emploie ces personnes, ce n'est pas occupationnel, on les emploie et on les forme. On les emploie en CDI. Et ils sont là pour apprendre un métier, apprendre des savoir-être, des savoir-faire. Et on leur dit tous les matins, on a besoin de toi. Et parfois j'en ai des frissons, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a une maman qui était dans un de nos cafés et qui disait, elle en pleurait presque, elle disait c'est la première fois qu'on fait un compliment à ma fille. Bon, des histoires comme ça, j'en ai plein, et en fait, ils font des progrès incroyables, ils font un boulot absolument, on espère, assez incroyable. Ils apprennent, on progresse avec eux aussi, on grandit à leur côté. Ça nous transforme, nous aussi. On dit Café Joyeux parce que ce sont des personnes qui sont souvent, effectivement, joyeuses. On les transforme parce qu'il y a vraiment du dépassement de soi pour toutes ces personnes à qui on a dit souvent « tu ne seras pas capable d'eux ». Et là, elles le font. Mais elles nous transforment aussi. Et c'est ça qui est très beau dans le projet. Merci beaucoup, Laure, pour ce témoignage et de l'historique de Café Joyeux. J'aime beaucoup revenir aux histoires parce qu'en fait, c'est souvent de rencontres ou
de situations un peu complexes que naissent ces projets et les plus belles innovations sociales et écologiques. Et je me tourne tout de suite vers Stéphane, qui va aussi nous raconter comment son entreprise, Histoire Française, a intégré et s'est construite justement pour répondre à des enjeux écologiques et sociaux forts. On est parti de un peu une même motivation que ce qu'il peut y avoir derrière Café Joyeux, c'est l'émotion. En se disant tout simplement que la France était un pays qui regorgeait de talent, avec beaucoup de gens qui avaient des savoir-faire extraordinaires et qui faisaient des choses merveilleuses avec leurs 10 doigts, bien mieux que ce que j'ai jamais été capable de faire avec les miens. Et j'ai eu la chance, dans la première partie de mon parcours professionnel, de travailler avec des gens comme ça. Mais je me suis rendu compte que ces gens-là, souvent, soit travaillaient pour des grands noms, des grandes maisons, soit étaient complètement pris au niveau de leur premier cercle. Donc leur production, ce qu'ils faisaient, était connu seulement d'un petit nombre d'initiés. Et je me suis dit, moi j'ai envie de créer une plateforme, un lieu dans lequel on pourrait rassembler tous ces talents et puis que ça devienne la destination à laquelle vous pouvez aller, laquelle vous pouvez vous référer pour découvrir tout ce que la France fait de beau. Donc c'est vraiment ça qui nous a motivés en se disant on veut que ce soit du beau, mais du beau bien fait aussi. Donc comme je dis, on a sélectionné des produits fabriqués en France et vraiment fabriqués en France. Pas uniquement pensés, conçus ou dessinés, mais vraiment fabriqués à 100%. Histoire de complexifier le tout, sinon c'est pas très drôle, on a rajouté un filtre supplémentaire dans le critère de sélection des produits qui est l'éco-responsabilité. Parce que pour nous, avec mon associé fondateur, c'est quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, incontournable, basique, indispensable. Donc ça n'a même pas été un sujet de questionnement sur ce critère-là à ajouter sur la sélection des produits qu'on voulait présenter. Et pour résumer, on ne se pose pas vraiment encore en censeur de l'éco-responsabilité. On demande aux gens avec lesquels on travaille de nous apporter la preuve de ce qu'ils font dans ce domaine. Et pour être assez simple, l'éco-responsabilité, on l'a positionné un peu sur 3 volets qui ne sont pas exclus l'un de l'autre. Le premier étant au niveau des matériaux utilisés ou des composants des produits. Le deuxième sur la partie process de fabrication. Et le troisième sur la partie, on va dire, emballage et expédition. Pas dire dans un mauvais français, supply chain. Et donc, on a ajouté à tout ça un critère de sélection qui est très personnel, qui est l'émotion. Je pense que dans tout ce qu'on raconte aujourd'hui, on se rend tous compte que c'est un critère assez essentiel aussi dans ce qu'on fait, en moteur de l'envie de ce qu'on a envie de faire. Et donc c'est aussi à travers ce prisme-là qu'on choisit les talents qu'on a envie de présenter, tout en sachant qu'ils sont tous porteurs d'un savoir-faire exceptionnel, un savoir-faire particulier qui peut être connu, méconnu, oublié, mais en tout cas quelque chose qu'on a envie de mettre en lumière et de faire savoir au plus grand nombre aujourd'hui. Donc Histoire Française, on est bébé encore, parce que c'est dans l'univers un peu des startups, comme pour Arnaud. On existe depuis un petit peu plus d'1 an, mais on a eu l'occasion d'avoir un magasin éphémère en fin d'année dernière, qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. On nous a proposé de rester, et vraiment tous les gens qu'on a rencontrés, on s'est rendu compte qu'ils adhéraient bien, spontanément. Il y avait une très bonne réception de notre concept et donc de notre histoire, parce qu'on a de très belles histoires à raconter derrière. À chaque fois, ce que je disais tout à l'heure aux autres participants, très égoïstement, ce qui est génial pour nous, c'est les rencontres avec tous les artisans avec lesquels on travaille. Que ce soit des artisans d'art ou des artisans qui n'ont pas spécialement un label, mais qui travaillent avec ce même degré d'exigence, à chaque fois, ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont vraiment cette humilité de penser juste à faire découvrir ce qu'ils font et partager avec les autres. Donc ça, c'est assez génial dans ce genre de projet. Chez The Good, on vous appelle les Good Pouces. les entreprises Impact Native, les jeunes startups Impact Native. Alors, on va changer de cadre, de décor, parce que PwC, ça date de quand ? Ça fait un peu plus de 40 ans que le groupe, alors il a beaucoup mué, donc c'est toujours un peu compliqué de lui donner une date de départ. Mais en tous les cas, sur la question, et aussi pour faire un peu la transition, ce qui a été abordé à l'instant par mes collègues, c'est que finalement,
On peut se faire une image de PwC, cabinet d'audit. Donc voilà, c'est des chiffres, c'est de la réglementation, c'est du contrôle, c'est du consulting, c'est donc des consultants qui donnent des conseils. Mais comme on a le vieil adage, c'est pas les conseilleurs qui sont les meilleurs payeurs, on a tendance à se dire que ça ne s'applique pas à nous-mêmes. Et puis, c'est beaucoup de choses qui sont voilà, sur des matières un peu froides. Alors qu'en fait, finalement, et c'est un peu l'opposition, et c'est ce qui m'a aussi plu en venant chez PwC, c'est que finalement, quand on s'occupe du marketing, et c'est le lien commun qu'on a entre nous, c'est finalement évidemment de savoir ce qu'ont besoin nos clients et de raconter une histoire. La place du storytelling, même dans le marketing, dans un cabinet conseil, reste vraie. C'est pas pour raconter une mauvaise histoire, mais c'est pour raconter la vraie histoire. Et nous, dans notre métier, dans nos métiers, et ce qui a fait que PwC s'est intéressé à cette question il y a maintenant un peu plus de 20 ans, c'est le fait de se dire qu'aujourd'hui, à cette époque-là, la réglementation et avec les premières émergences des politiques RSE, il y avait nécessité pour un certain nombre d'entreprises pionnières de s'assurer de disposer d'un cadre et d'un accompagnement de compétences nécessaires pour mettre en place ces dispositifs. Et on s'est très vite emparé de cette question-là en disant là, il y a quelque chose qui va changer le monde, qui va changer la manière dont on va venir travailler plus tard. Ça pique certainement plus de temps qu'on ne l'aurait imaginé, parce que ça fait un peu plus de 20 ans, mais c'est une petite équipe qui s'est montée chez nous, chez PwC, et qui a commencé à traiter cette question assez d'une manière réglementaire. Et très vite, avec le temps, on s'est quand même rendu compte que cette question, elle avait un effet, évidemment, chez les clients, mais on ne pouvait pas rester à côté de cette question pour nous-mêmes. Donc c'est là où on s'est emparé de cette question en interne, premièrement sur deux dimensions, et d'abord sur la France, et après ça a eu aussi des résonances à l'international, mais d'abord sur la France, sur le fait de se dire, il faut que nous-mêmes, nous ayons notre propre politique RSE, et donc on s'est engagé avec la Fondation, mais aussi avec le comité de direction, sur le fait d'aller poser une politique RSE. Et les premiers éléments, évidemment, c'est sur la question de l'impact sociétal qui nous questionnait beaucoup, hein. Notre matière première, ce sont des humains. Donc c'est important d'en prendre soin et d'en prendre soin dans l'ensemble du cadre qu'ils opèrent. Également de traiter très en profondeur la question de l'inclusion. Encore une fois, on est tous les jours chez les clients. Il faut que les collaborateurs chez nous qui vont chez les clients, ils ressemblent aux clients chez qui ils vont. Pas simplement pour se masquer dans la foule, mais simplement il faut qu'ils soient représentatifs parce qu'autrement, évidemment, les notions de biais qu'ils vont porter ou qu'ils vont incarner vont être extrêmement présents. Et donc, il y a très tôt été travaillé des questions autour des dispositifs d'inclusion et de diversité, des programmes autour de faciliter l'arrivée de profils avec des parcours professionnels différents. On a un parcours de formation et d'intégration spécifique où on vient chercher des gens avec des compétences qui sont du monde de la culture et on va les faire venir sur la data, par exemple. Ce n'est pas le chemin le plus naturel. On préférait quelqu'un qui a fait une école de commerce, qui a fait un petit peu d'informatique derrière. C'est le profil qui nous plaît bien en data analyst. Non, on va aller chercher, alors ça ne fait pas le gros des troupes, hein, je ne vais pas faire semblant non plus, mais on va aller chercher aussi des gens qui ont des parcours atypiques, qui ont des expériences de vie particulières pour les mêler aux équipes parce qu'elles ont à apporter. Donc c'est ce qui a nourri le terreau pour construire la stratégie RSE dans l'entreprise et la mise en œuvre opérationnelle. Et c'est passé quelque chose qui nous a tous impactés, c'est ces successions de crises, toutes les études que l'on fait auprès de nos clients, et il y a depuis un peu plus de 5 ans quand même, le fait qu'on notait que la question de la RSE et de l'ESG devenait extrêmement présente chez nos clients, et pas que les clients français, mais évidemment les clients aussi à l'international. On était de plus en plus questionnés sur ce sujet-là. ESG, oui, entreprise, sociétale et environnement, sociétal et gouvernance. Donc on est vraiment sur ces trois questions-là, hein, la question environnementale, la question sociétale et la question des gouvernances des entreprises. Quand on a abordé cette question-là, on était énormément sollicité par les entreprises. Et donc, il a été décidé au niveau global, donc à l'ensemble, PwC est un réseau d'entreprises, sur l'ensemble des entreprises du réseau, de se lancer dans un programme d'upskilling, de montée en compétence de l'ensemble des collaborateurs. Premièrement, ça a été de repositionner notre raison d'être, notre point of view. On est venu avec un message qui s'appelle The New Equation. On a construit un programme qui s'articule autour de 3 piliers. La question de la technologie, on ne pourra pas réussir sans intégrer pleinement la technologie et les transformations qu'elle implique. La question
de la confiance. On ne peut pas travailler dans un monde si on n'a pas confiance, et il faut construire les socles de cette confiance. Et enfin, il n'y a pas de performance si elle n'est pas durable. Et c'était vraiment les 3 piliers qui ont construit la stratégie au niveau du réseau et qui aujourd'hui se déclinent dans l'ensemble des entreprises de PwC, et tout particulièrement en France, et qui va passer, on en reparlera un peu plus en détail, mais tout d'abord par le fait de former l'ensemble des collaborateurs avec un cursus de 6 heures de formation exclusivement dédié aux questions ESG. Merci Jean-Paul, merci à tous pour ces premiers témoignages. Moi, ce que je retiens de nos rendez-vous de préparation et puis de vos témoignages là cet après-midi, c'est que finalement, le good repose sur 2 jambes, et 2 jambes solides. La première, c'est la question de l'écologie, et la deuxième, c'est la question du social ou du sociétal. Et d'ailleurs, très souvent, quand on parle de RSE, les gens insistent sur le fait qu'on a dans le RSE, on a le S et on a le E. Le E pour environnement, écologie, et le S pour social et sociétal. Et je pense que c'est déjà une dimension assez fondamentale en fait, de cette notion de good, c'est qu'on ne fait pas de bien à la planète si on ne fait pas de bien à ses habitants, et c'est si on traite bien ses habitants qu'on fait aussi du bien à la planète. Et donc vraiment, les deux fonctionnent ensemble. Et puis après, mon deuxième enseignement, je pense, de vos témoignages, c'est que le good, ça naît aussi d'une philosophie d'entreprise, d'une vision très souvent ancrée parmi les fondateurs de l'entreprise ou parmi les dirigeants de l'entreprise. Pardon, mon micro a été coupé. Et au-delà de la vision portée par les décideurs, c'est aussi la capacité à la faire cascader ensuite dans les équipes, chez les managers, le middle management, les direction des achats, direction marketing, direction finance, direction communication. Il y a des directions qui sont plus avancées que d'autres parce que le réglementaire a obligé, a conduit, par exemple, les directions financières à se mettre à faire des rapports ESG justement, ou les directions communication à prendre le sujet de la communication en main. Les directions marketing ont été un peu plus timides, mais je sais que c'est en cours. Beaucoup de directeurs marketing intègrent de plus en plus dans leurs objectifs, dans leurs KPI, des leviers de transformation vers la production plus durable et plus responsable, et travaillent aussi avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise pour pouvoir proposer de nouveaux produits et de nouvelles offres plus durables et plus responsables. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec ma deuxième partie. C'est que voilà, on se rend compte que pendant très longtemps, le business a été assez frileux de la question de l'intérêt général, surtout en France, à la différence de pays comme les US notamment. Pendant très longtemps, voilà, l'intérêt général était laissé au service public, aux entreprises publiques, et l'intérêt privé au secteur privé. De quoi ? Et aux associations, effectivement. Et on se rend compte que les crises successives qu'on a connues, crise climatique, crise sanitaire, sont en train de transformer le rôle de l'entreprise. Et on voit que les Français, les citoyens qui sont consommateurs, ou les consommateurs qui sont citoyens, s'intéressent de plus en plus à ce que fait l'entreprise, à sa manière de produire, à sa manière de diriger, de manager ses people au sein de l'entreprise. Et du coup, elles se questionnent sur l'impact et pensent que les entreprises ont en tout cas un rôle à jouer. Il y a de nombreuses études qui sont sorties récemment sur l'attente des Français, des consommateurs, du rôle de l'entreprise pour agir pour un monde plus durable et plus responsable. Donc voilà, je voulais voir peut-être avec vous cette question de comment on peut concrètement concilier économie et performance économique et développement durable. Et je vais poser cette question d'abord à Laure. Est-ce qu'il y a de l'espace pour le business du good ? On en a beaucoup parlé, de la question du modèle économique en tant qu'entreprise, en tant que marque. Et quel est aussi l'état de la demande client, puisque c'est ça qui nous intéresse en tant que professionnels du marketing. Quelle est la demande client aujourd'hui en B2B comme en B2C ? Alors merci pour la question, parce que nous, on a un modèle hybride et donc on a vraiment cette alliance entre le bien commun et la croissance économique. Et comme ça, je pourrais donner une très bonne idée à Jean-Paul, parce que pour faire de l'RSE, il y a un truc très simple, c'est boire du café joyeux.
C'est 100% des bénéfices vont à la cause et en plus, ça fait de la sensibilisation en interne. Je vais en parler tout de suite. Parce que oui, on a aussi une belle marque et on vend du café, mais quand je disais qu'on fait l'alliance entre le bien commun et la performance économique, je le disais, nos cafés-restaurants sont des entreprises ordinaires, donc ils doivent à un moment donné être à l'équilibre. Quand je dis à un moment donné, c'est que nous, on a ouvert 2 cafés en 2020, hein, en plein confinement, donc c'était pas forcément évident comme secteur d'activité, mais l'idée, c'est vraiment que les cafés soient à l'équilibre à la 3e, à la 4e année de leur existence. À côté de ça, on a une marque donc, de café qui marche très très bien, et je développerai parce que ça répondra vraiment à votre question. Mais tout ça est détenu par un actionnaire unique qui est un fonds de dotation qui s'appelle Émeraude Solidaire, et donc il y a une gestion totalement désintéressée. Il n'y a aucun actionnaire physique, personne ne s'enrichit avec Café Joyeux, donc nous c'est un modèle, hein, c'est pas le modèle, mais ça ressemble un peu à ce qu'on appelle une fondation actionnaire. Et donc, on en parlait avec Arnaud au début, nous on n'ouvre pas notre capital, on fait appel, moi c'est mon métier, je fais appel à la générosité, au mécénat et à la philanthropie, à l'amorçage. C'est vraiment des gens qui nous donnent l'impulsion et qui permettent d'ouvrir les cafés. Ça finance les investissements nécessaires à l'ouverture de cafés, et ce sont des sommes assez importantes. Ensuite, le café, une fois qu'il ouvre, eh bien, il doit fonctionner comme n'importe quelle entreprise ordinaire et faire son chiffre d'affaires. Et à côté de ça, on a une marque de café donc, que l'on vend en grains, en capsules et moulus, qui marche très très bien. Et si on parle de demande client, alors au-delà du café, nous on a eu plus de 1000 demandes d'ouverture de Café Joyeux, essentiellement en France, en Europe, mais aussi à l'international. Il y en a 8 aujourd'hui de cafés, dont 1 à Lisbonne. On en a une dizaine dans le pipe. Et on essaye d'avoir une croissance plutôt raisonnée aujourd'hui parce que ça reste compliqué d'ouvrir un café-restaurant qui emploie en plus 70% de personnes en situation de handicap mental et cognitif. Mais c'est pour vous dire que le besoin, il est immense en fait. Nous, on a plein de parents d'associations de villes qui veulent ouvrir un café. Et la marque de café marche très très bien. On a fait 2,4 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. L'objectif, c'est de doubler cette année. On n'a pas loin de 1500 entreprises clientes. Je ne sais pas si PVC fait partie des clients encore, mais non, mais il y a une forte demande des entreprises parce que ça fait évidemment du sens. Que, évidemment, alors là, la marque est bénéficiaire, donc 100% des bénéfices servent la cause pour aider les cafés et en ouvrir d'autres. Mais c'est vrai que ça sensibilise en interne, parce qu'on intervient aussi pour faire des conférences. Évidemment, quand on boit son café, il n'y a rien de tel pour aussi, on discute avec son café, donc c'est une manière de parler. Il y a du marketing autour de ça. On parlera peut-être de marketing un peu plus tard, et nous, on en a un peu particulier. Mais voilà, en tout cas, nous, on a un modèle très, très particulier qui n'est pas forcément réplicable pour toutes les activités. Mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a cette demande de sens. Que, en tout cas, la performance, nous, on n'a pas des objectifs de croissance incroyables parce que nos cafés-restaurants ne feront jamais des marges comme McDo, c'est pas possible et c'est pas le but. Que nous, on jouera jamais sur la masse salariale. Et donc, mais on sent que ce sens, il est vraiment... les gens ont vraiment cette quête de sens que quand on vient dans un café joyeux, on vit une autre expérience et on espère aussi que quand on boit notre café, qui est un excellent café, si vous voulez, je pourrais vous en parler, mais c'est un café de spécialité, donc on est vraiment sur du café haut de gamme, ça a aussi du sens. Et je pense que les entreprises, nous, on vient beaucoup nous voir aussi, parce que tu parlais de ESG tout à l'heure, le E et le G, ils sont quand même pas mal adressés. Le S, souvent, c'est un peu quand même le parent pauvre. Et nous, on vient beaucoup nous voir en disant vous êtes un projet social qui a de l'impact et qui peut nous permettre d'en avoir aussi. Et voilà, on a fait des mesures d'impact auprès de nos bénéficiaires et c'est vrai que cet impact-là, il est très très puissant. Donc on espère que ça puisse rayonner aussi auprès des convives et auprès des clients de la marque. Merci. Jean-Paul, toi, tes clients, donc plutôt du B2B, comment s'est transformée la demande? Est-ce que vous voyez croître vraiment un intérêt très fort de vos clients? Enfin, voilà, tu disais que c'était un peu un driver et la motivation de la transformation chez PwC, mais aujourd'hui, quel est un peu l'état de la demande? On parle beaucoup de pénurie, même aujourd'hui, de talents qui peuvent aider à conseiller les entreprises. Et quel est réellement l'état de la demande, toi, qui est vraiment prise avec elle?
Alors, la demande, pour être très pragmatique, elle est vraiment forte. Alors, je ne vais pas le dire trop fort parce que s'il y a des concurrents qui m'écoutent, ils vont se précipiter sur ce sujet-là. Mais oui, la demande est extrêmement forte. Elle est poussée, en fait, par plusieurs leviers. Le premier levier, clairement, c'est la réglementation. Il ne faut pas être naïf et au bon sens du terme réglementation. On a une étude qu'on effectue tous les ans qui s'appelle la CEO Survey, où on observe les optimismes, le pessimisme, les tendances et également les freins à la croissance des entreprises. Et depuis plusieurs années, un des freins qui était perçu, au-delà des les risques historiques, était surtout des risques liés à la réglementation, l'excès de réglementation et le risque cybersécurité. Est arrivée la crise Covid, on a vu évidemment arriver à grands pas le risque sanitaire qui est devenu un risque extrêmement important, le risque cyber qui est resté extrêmement puissant et assez mécaniquement le risque réglementaire qui a baissé. Et on voit au fil du temps que cette question réglementaire, elle devient de moins en moins présente parce que les entreprises ont su s'adapter pour en faire un levier, une opportunité. La réglementation, quand on la prend bien, quand on l'anticipe, ça peut être une opportunité de développement. Et la question de la réglementation sur les critères ESG, la réglementation sur le carbone a poussé, la réglementation sur l'extra-financier, dans les rapports financiers des entreprises, il y a des obligations suivant les tailles d'entreprise de fournir un certain nombre d'éléments extra-financiers. Il faut fournir aussi de la performance. Ce sont des éléments qui sont attendus par les investisseurs. À partir du moment où il y a eu ces réglementations-là, vécues d'abord comme de la contrainte, maintenant, vis-à-vis d'un investisseur, une entreprise qui a des bons résultats en performance extra-financière, elle sait attirer plus facilement des investisseurs. Et on a l'exemple, l'actualité, la triste actualité nous rappelle les fonds norvégiens, les fameux fonds norvégiens qui avaient décidé de baisser leur impact balisé dans les hydrocarbures pour aller vers du durable. Alors on peut en discuter, il y a après la question de la confiance et comment on instaure un climat qui ait justement suffisamment de confiance, mais des gros investisseurs qui pèsent aussi lourd, BlackRock, quand il fait sa note d'intention en début d'année et qu'il dit qu'il ne pourra pas y avoir un monde qui gagne, enfin pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd, quand il dit que si les entreprises n'investissent pas sur cette question-là, de toute façon elles vont dans une impasse, c'est le premier investisseur mondial privé. Donc ce que je veux dire, c'est que le poids de sa parole, il est extrêmement important. Et donc quand on dit que oui, les entreprises sont venues vers nous et continuent à venir vers nous de manière massive, souvent d'abord par un contexte réglementaire, de plus en plus dans une manière de s'en faire une opportunité, et c'est là tout l'intérêt, c'est parce que là on voit le changement d'état d'esprit depuis un an ou deux de manière extrêmement forte, c'est qu'aujourd'hui on construit une raison d'être. À partir de cette raison d'être, on s'assure, qui est validée par l'ensemble du conseil d'administration, on s'assure que sa stratégie va être alignée avec sa raison d'être. Alors ça ne se fait pas en un matin, ce sont des choses complexes au niveau d'une entreprise. Mais ça devient un driver important dans la stratégie de l'entreprise. Donc c'est extrêmement poussé par le marché. Et je vous donnerai juste un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, la dernière étude que l'on a effectuée sur l'optimisme des dirigeants français, les entreprises qui ont une stratégie RSE ont 5 points de plus de confiance que les entreprises sans stratégie RSE. Quand on sait le poids de la confiance et de la croissance pour une entreprise en termes de levier derrière, 5 points, c'est énorme. Donc oui, produire une stratégie RSE, l'incarner, la porter, l'animer et en faire une conviction, ce n'est pas un frein, c'est une opportunité et c'est une opportunité business. Je pense qu'effectivement, c'est hyper important d'insister sur ce point d'opportunité business. Et notamment quand on fait du marketing, très souvent on est focus sur son ROI, on est focus sur ses KPI, on est focus sur la rentabilité finalement de ses produits, de ce qu'on va développer. Et du coup, très souvent on se dit mais comment je peux faire, comment je peux rendre les deux compatibles. Et voilà, je pense que vos témoignages sont assez éclairants sur le sujet. Et j'aime bien aussi faire témoigner l'international. Et je vais profiter du fait qu'on ait Arnaud avec nous. Ça fait passé 20 ans, c'est ça, aux États-Unis. On parle. Ce modèle d'entreprise qui se met au service du bien commun, qu'on appelle souvent les benefit corporations aux États-Unis, c'est un modèle qui n'est pas très récent, qui est même plutôt ancré. Voilà, si tu veux peut-être témoigner rapidement sur
comment ils concilient business et bien commun. Merci. Avant, je voulais juste rebondir sur 2-3 trucs. C'est passionnant, ce que tu dis. Ce qu'il dit n'est pas anodin. Là. Ce dont il parlait, BlackRock est le plus gros fonds d'investissement mondial. Quand il a envoyé la lettre, les gens ils ont cru que c'était une blague. Il a dit purpose, quête de sens, c'est important maintenant. On n'investira pas dans des boîtes qui n'ont pas de purpose. Vous imaginez la tête des gars de Wall Street ou les traders qui sont là que pour le profit. Je sais, j'ai fait maîtrise de finance et j'avais commencé ma carrière en salle de marché. Au bout d'un an, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas moi, il n'y a pas d'humain. Et tout le monde me dit Arnaud, tu penses trop aux autres. En gros, barre-toi si tu veux penser. Tu n'es pas fait pour la finance. Je dis effectivement, toi tu es très différent. Pricewaterhouse, tu es directeur marketing. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ça y est, 20 ans plus tard, le monde change. Grâce à des gens comme toi, grâce à ce que fait BlackRock. Super. Pour ce que tu as dit sur Café Joyeux aussi, pareil, pas anodin pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des gens qui ont des biais cognitifs un peu, on va dire, pas différents. Voilà. Nous, récemment, on a lancé donc des masterclass, mais aussi des podcasts sur la différence. C'était hier avec Virginie Delalande. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une avocate sourde, et pourtant, elle gagne des trucs, elle devient conférencière, et là, elle va faire sa première conférence en anglais. Elle n'entend pas ce qu'elle dit. Et toute sa vie, elle s'est battue, en gros, pas simplement parce qu'elle était sourde, les gens pensaient elle allait pas bien, c'était catastrophique. Il y a 3 semaines, on était avec un certain Théo Curin, peut-être vous connaissez aussi. Théo Curin, c'est un petit jeune de 21 ans qui a traversé le lac Titicaca, il lui manque 2 bras, 2 jambes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On va lancer une masterclass sur notre site avec lui. Il a 21 ans, il parle du dépassement de soi, il a compris à 7 ans qu'il allait en faire une force. Donc le mec, à 7 ans, il se baladait en chaise roulante et il faisait venir ses copains sur sa chaise roulante et il disait « Regarde, en fait, je suis même mieux qu'un autre mec parce que je suis différent. » Et pareil, il en profitait même avec les filles, il leur demandait de boutonner sa chemise, il dit « Regarde ». Et puis pour lui, c'était un moyen de se rapprocher des filles. Donc il a utilisé le fait qu'il n'avait pas de bras, pas de jambes ou le fait qu'on était sourd, et j'y crois tellement, ce qui est vachement effectivement beaucoup plus mis en valeur souvent aux États-Unis, on revient à ta question, qu'en France. Moi qui étais je me suis barré en seconde américaine, en seconde française pour aller là-bas en terminale. Pas que c'est mieux sur plein de trucs, hein. C'est catastrophique sur tellement de choses aux États-Unis. Mais là-dessus, sur l'acceptation de la différence, c'est incroyable. Enfin moi, en France, j'étais trop créatif, etc. Il a fallu que je me barre. Je me sentais plutôt... depuis que je suis revenu en France depuis 2 ans, je me sens presque un peu réduit. J'ai l'impression que je suis créatif, donc je suis presque hors cadre et il ne faudrait pas, même à mon âge, même start-upper, même président de boîte. Non, il faudrait encore que je rentre dans les cadres. Non, c'est génial, sortez des cadres. J'étais avec une directrice de communication hier, on va essayer de faire un plan de campagne là-dessus. On essaie de trouver un mot pour sortir des cadres. Enfin, typiquement, PwC, maintenant, c'est ce qu'ils veulent, quoi. Avant, c'était des gens typiques cadres, chaussés, secs, machin. Et maintenant, et on le voit, tous les jeunes, s'ils ont moins de 32 ans, il n'y a pas de valeur, etc., ils ne vont pas prendre le job. Il leur faut, tous les gens de ma génération, qui ont plus de 40, etc., tous n'ont pas encore compris, mais effectivement, les jeunes ont compris. Donc, tellement de choses à dire sur pour ta question sur comment allier déjà l'objectif économique et social. Enfin, pour moi, l'objectif doit être clair et surtout le gros truc, c'est ce que je me tue à dire à mes investisseurs ou aux potentiels investisseurs. Désolé, mais l'objectif n'est pas court terme. Comme nous, on veut faire du bien à la planète avec nos masterclass. Désolé, c'est à 3 ans, 4 ans, non, c'est pas à 6 mois. C'est pas grave. Non, ça ne sera pas rentable dans 1 an, 18 mois. Il faudra 3 mois. Si vous n'êtes pas dans la course, vous n'êtes pas dans la course. En tout cas, moi, j'ai l'impression dans cette mouvance dans laquelle on est tous, mais c'est possible de concilier économie, bien marché, payer ses salariés qui en plus veulent ça, et faire du bien à la planète. Effectivement, tu parlais des B Corp, ce qu'on appelle les B Corp, qui est en train de venir en France d'ailleurs. C'est une certification possible pour toutes les sociétés françaises, hein. Vous pouvez devenir B Corp aujourd'hui. Là, effectivement, ça devient même un plus en France, ce qui est génial. Ça devient dans la French Tech, etc. Ça devient. Donc la différence avec les États-Unis ou même ailleurs, c'est que c'est vraiment, encore une fois, c'est les gens au contraire, le mec qui est normal, il a presque honte d'être normal. C'est la différence. Hein. Pour entrer dans les facs aux États-Unis, vous savez que si vous avez que des bonnes notes, vous ne pouvez pas intégrer Harvard, Yale, vous ne pouvez pas.
C'est pas, il faut que vous montrez que vous ayez une différence, vous avez fait des choses différentes. C'est un peu la différence entre nous. Donc c'est bien. Et moi je dis, et enfin, et donc le marketing, effectivement, voilà. Juste une chose, il faut juste que ça soit long terme. J'insiste là-dessus et de dire dès le départ, parce que je vois des boîtes effectivement, que ce soit dans le domaine dans lequel je m'étais fait connaître, dans tout ce qui était bonheur au travail, et effectivement il y a du happiness watching, mais les boîtes qui disent je vais faire du bien et je vais continuer à faire du bien jusqu'à la fin de ma boîte, ils restent au top. Mais les boîtes qui sont là court terme en RSE ou marque employeur, etc., ça ne marche pas. Ou ils ont un retour du bâton. J'ai appris par exemple récemment, il y a quelques jours, j'étais avec un directeur de Coca-Cola. Coca-Cola n'ose pas dire, ils ont donné 10 millions d'euros à peu près apparemment à l'Ukraine. Mais ils ne veulent pas le dire sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont être taxés. Ils vont dire, non, on va dire, oui, ils ont fait du bien, mais c'est parce qu'ils gagnent de l'argent. Et en France, il ne faut pas dire. Si tu as gagné de l'argent, tu ne peux pas aussi... Et donc on ne peut pas le dire. Aux États-Unis, on a le droit de communiquer. Ici, il ne faut pas communiquer si tu fais du bien. Parce que sinon, on va te taper sur les doigts. Il faut faire gaffe. Et, bon, là, moi, je m'en fous de Coca. Hein, j'ai pas d'action, etc. J'ai aucune action. Mais quelqu'un fait du bien, c'est quelqu'un qui fait du bien pour moi. Voilà. Tu me fais une super transition. Comment aujourd'hui les professionnels du marketing et de la communication peuvent justement s'emparer du good en tant qu'outil de marketing et de communication, comment ça transforme les métiers du marketing. Et je voulais peut-être t'écouter, Stéphane, sur ce que tu m'as dit que vous portiez énormément d'attention justement au sourcing sur toute la chaîne, sur la question de l'éco-conception, de l'éco-responsabilité. Comment, voilà, à quels critères vous attachez aujourd'hui le plus d'importance quand vous faites la curation des marques, et comment, du coup, d'un point de vue marketing, vous arrivez à transformer les offres et les produits traditionnels qu'on voit sur les plateformes. Et je sais qu'il y en a quelques-unes que tu n'aimes pas. Oui. Je pense que par rapport à tout ce qu'on se dit aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a déjà accepter de ne pas se dire que, alors quand on démarre c'est assez facile, que demain matin on va se transformer en Amazon, par exemple, et ce n'est pas l'objectif d'un projet comme le mien. Évidemment, comme toute entreprise, on a envie que ça grandisse, on a envie que ça se développe. Par contre, je pense qu'à chaque fois, c'est sur un mode maîtrisé. On a l'ambition, nous, de ne pas vouloir jouer avec des ressorts classiques du marketing, typiquement, quand on se dit marketing for good. Donc oui, on veut établir une relation avec nos clients, mais vraiment une relation qui fasse du sens et qui soit vraiment long terme. C'est le deuxième point que citait Arnaud, sur lequel on s'appuie beaucoup dans la construction de notre projet. On n'est pas court-termiste, donc on a l'ambition, en tout cas, ou la prétention, je ne sais pas comment on appelle ça, de se dire aujourd'hui qu'on ne veut pas faire de solde et de promotion dans ce qu'on fait. Parce que les produits qu'on propose, par exemple, pour nous, ils sont bons aujourd'hui, ils sont beaux aujourd'hui, ils le seront demain et encore après-demain. Donc c'est un peu une relation utopique ou idéaliste de façon d'acheter. Je déteste le mot consommer, donc volontairement je ne l'utilise pas et je n'appelle pas nos clients des consommateurs, parce que pour moi ça renvoie à une démarche qui est un peu pas très flatteuse, qui ne fait pas appel au meilleur de l'humain. Donc on travaille pour des clients et on essaye de faire des choses et de proposer des choses qui font sens et qui ont du sens. Et donc, quand on travaille avec les artisans avec lesquels on travaille, on fait ça, on les sélectionne pour ce qu'ils font, pour leur savoir-faire, pour la qualité des produits qu'ils font, pour la démarche qu'ils ont de protection, de préservation, de savoir-faire, de transmission, et aussi pour les critères d'éco-responsabilité qui, pour eux aussi, sont des principes qui sont intégrés dès le départ dans ce qu'ils font. Alors, c'est toujours plus facile quand on est un artisan indépendant de se comporter comme ça, mais il y a quelques petites entreprises avec lesquelles on travaille qui sont dans cette démarche-là, des entreprises un petit peu plus importantes à notre échelle, donc ça veut dire que ça sera une centaine, 150, 200 personnes, et même ces entreprises-là, qui pour nous sont dans les plus grosses avec lesquelles on travaille, elles sont vraiment engagées dans cette volonté d'éco-responsabilité, de durabilité. Donc, bien souvent, elles ont un label d'entreprise du patrimoine vivant, ce qui place déjà la partie sociale dont on parlait tout à l'heure au cœur de leur démarche dans la transmission des savoir-faire et du patrimoine. Et puis, il y a en plus de ça la volonté d'être accompagné pour être sûr que l'ensemble de leur process de fabrication, de développement produit, d'expédition va être le plus durable possible.
Je pense qu'en toute humilité, quand on est dans ces idées-là, il faut accepter que c'est une démarche d'amélioration continue aussi. Donc je pense qu'en France, on commence de l'accepter et d'en parler un petit peu plus qu'avant, parce que souvent, on aime bien arriver et dire, voilà, je fais ça, et penser que tout est parfait derrière et que les choses sont assez figées. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on communique. Je pense que les mentalités changent un petit peu en comprenant que ça ne sera jamais fini. Et ce n'est pas une finalité en soi, c'est vraiment de l'amélioration continue sur tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est aussi un état d'esprit des gens avec lesquels on travaille. Et puis, comme on l'avait échangé aussi, on s'applique ça nous-mêmes en se disant, voilà, comment dans ce qu'on fait à notre petite échelle, on peut être aussi éco-responsable. Non pas le demander aux autres avec lesquels on travaille, mais se l'appliquer nous-mêmes. Donc ça veut dire recycler, réutiliser tous les cartons d'emballage qu'on reçoit de la part de nos fournisseurs pour nos expéditions. C'est une première démarche. Quand on a sélectionné les partenaires avec lesquels on travaille, typiquement pour les expéditions, sur la partie e-commerce aujourd'hui, il y a aussi cette question de comment je suis éco-responsable dans l'expédition de mes produits. Donc on a sélectionné Colissimo, qui a vraiment aussi cette démarche-là à cœur, avec la replantation d'arbres en fonction de leurs émissions de CO2. Donc là encore, ce n'est pas parfait, mais en tout cas, il y a cette prise de conscience et cette volonté d'avoir des actions qui contrebalancent en tout cas les choses qui sont moins bien, qui sont faites dans le développement d'une entreprise. Donc c'est vraiment, encore une fois, en toute humilité qu'on se dit, voilà, c'est une action au quotidien, sur le long terme, et de l'amélioration continue qui nous emmène dans ce principe-là. Et puis enfin, je dirais que sur des leviers du marketing un peu plus classiques, aujourd'hui, on essaye... On joue avec ce qu'il y a, bien évidemment, mais on essaye en tout cas de ne pas en abuser. Je dis ça parce que moi, je suis aussi client d'autres sociétés, comme tout un chacun entre vous. Puis souvent, vous avez une petite marque avec laquelle vous aimez bien établir un relationnel, et puis vous dites, ah ben voilà, il y a un fonds d'investissement qui est arrivé dedans, puis vous dites, ah, c'est plus pareil. On a des soldes, on a des promos, on reçoit une newsletter une fois par mois, une fois par semaine, ensuite une fois par jour, avec des promos, des produits, toujours acheter plus. On a envie de grandir, comme je le disais, mais on n'est pas dans cette démarche-là. On accepte que ce soit un projet plus moyen-long terme. Et donc, on ne pousse pas les gens à consommer chez nous, mais on a envie d'avoir des clients qui soient des acheteurs éclairés et qui nous challengent par rapport à ça. Long terme, vision long terme et démarche d'amélioration continue. En parlant de démarche, je me tourne vers toi, Jean-Paul, parce que une des questions qu'on peut se poser, c'est que quand on est une entreprise en transformation, comment on arrive à convaincre, à embarquer les parties prenantes en interne, comment on arrive à créer et à penser de nouvelles offres à partir de l'existant ou à challenger les offres existantes pour répondre justement à cette demande, à ces besoins de transformation des offres vers des offres plus responsables, plus durables, qui font attention à l'écologie et au social. Alors, c'est vraiment une bonne question parce que finalement, l'enjeu, en tout cas pour nous, globalement, encore une fois, parce qu'on est une entreprise de service, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que ça ne fonctionnera que s'il y a une appropriation par l'ensemble des collaborateurs. Donc, notre enjeu actuellement, c'est vraiment de s'assurer que l'ensemble des collaborateurs, donc un peu plus de 5000 en France et sur le Maghreb, incarnent, s'approprient cette démarche et ces engagements et ce que ça veut dire pour eux dans leur quotidien professionnel. Et ça, c'est vraiment l'enjeu numéro un. Et il est à double vertu, évidemment, ou même, je dirais, triple vertu. La première vertu, c'est un élément de fierté. On veut que ça devienne un élément de fierté du collaborateur, un élément d'attractivité pour des talents extérieurs. Le deuxième élément qui va être important, c'est évidemment dans la démarche de ce qu'ils apportent au niveau du client, c'est qu'ils soient crédibles. On est dans un métier d'expert. On a cette chance d'avoir beaucoup d'experts chez nous, mais nos clients achètent cette expertise. Ils n'achètent pas uniquement l'expertise. Ils achètent une manière dont ces experts vont opérer chez eux et vont comprendre leurs problématiques. Et donc plus nos collaborateurs s'imprègnent de ces démarches-là et des enjeux qu'il y a derrière, plus ils sont naturellement dans ces démarches. Il y a un élément que tu citais tout à l'heure, c'était le fait, Stéphane, c'est la co-construction. Aujourd'hui, on ne vient plus chez un client sans une démarche avec des étapes qui vont faire une co-construction. Parce qu'encore une fois, je vais prendre un exemple très basique.
installer du cloud chez un client, ça peut être extrêmement technique. Ça l'est toujours. On n'enlèvera pas ces éléments-là. L'enjeu pour un client, pour que sa transformation cloud, s'il veut faire une transformation, c'est que les utilisateurs chez lui l'utilisent, sa solution. Parce que s'ils ont gardé les méthodes d'avant, il se sera fait plaisir, il aura fait plaisir à sa DSI, mais quand il fera le bilan en bout de ligne du projet, il sera planté. Donc c'est bien la question de réussir la bonne implantation technologique liée à l'environnement, écoute client, compréhension, co-construction avec lui, mais co-construction jusqu'au bout, jusqu'à la question de l'accompagnement et de la prise en compte. Et donc là, on rentre sur des dimensions qui sont extérieures, encore une fois, au simple rôle premier de l'expertise purement métier. Il faut avoir d'autres dimensions dans son profil, et la question de la durabilité, de la RSE, de la responsabilité sont en pleine ligne de compte. Et l'autre élément pour dire, c'est que nous, on a, et moi dans mon rôle de directeur marketing, on a un rôle particulier par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai lancé, par exemple, on a un programme, j'ai expliqué tout à l'heure, pour l'ensemble des collaborateurs, un programme de formation pour avoir un socle commun sur les questions ESG, sur les sujets et les enjeux ESG. J'ai lancé un programme spécifique pour les collaborateurs de mon équipe au niveau marketing. Parce que, comme sur les autres sujets, on a upskillé sur la question de la place du digital, comment on crée un parcours sur le digital. Et bien aujourd'hui, il faut qu'on en tienne compte quand des équipes métiers viennent nous voir en nous disant « j'ai une nouvelle solution que je veux mettre sur le marché », il faut qu'on les challenge sur la valeur durable de leur proposition. À quel moment les leviers de la durabilité et de la responsabilité vont se jouer, à quel moment il est pertinent de la faire valoir chez le client. Et je rejoins l'exemple que tu donnais avec un Coca-Cola ou d'autres marques. On l'a eu avec les polémiques sur Notre-Dame, ou les fondations qui ont après hésité ou été très frileuses à dire où elles mettaient leur argent. Et j'ai interrogé quelques clients sur des CO surveys qui me disaient « je fais déjà du responsable, mais je ne communique pas dessus parce que j'ai peur qu'on me dise que je fasse du greenwashing ». Pour nous, c'est clé, et que les collaborateurs aient dans le rôle du responsable marketing, d'un chargé marketing, de pleinement maîtriser ces éléments-là pour savoir justement rassurer, challenger au bon niveau les équipes métiers en leur disant non, là on peut y aller, là ça crée de la valeur pour le client, on peut en parler, là ce que tu me dis c'est du réglementaire, c'est simplement le minimum qui est réclamé sur le marché, tu n'en crées pas un élément de valeur, donc on ne communique pas dessus. Et ça, il faut aborder les équipes d'un point de vue marketing, parce que c'est comme tout, ça s'apprend, et on n'avait pas forcément ça dans les écoles de marketing il y a encore quelques années. Je partage ton point sur la formation qui va devenir fondamentale demain. Alors, la technologie nous a lâchés. Je n'ai pas accès aux questions que vous avez pu poser via SMS puisque la tablette s'est éteinte et je n'ai pas les codes pour déverrouiller la tablette. Donc, je vous propose de revenir à l'humain puisque c'est aussi un peu l'idée de cette table ronde. Est-ce que quelqu'un parmi vous avait des questions à poser à notre speaker? Je peux prêter mon micro. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait posé une question? Ah ben voilà, monsieur. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je me posais une question, en fait, vu l'actualité un peu, j'ai vu l'actualité en Russie, Ukraine et tout ça, j'ai vu que la plupart des décideurs, ils commencent à revenir un peu sur des solutions du pétrole, du gaz, enfin, donc ils sortent un peu des valeurs qui étaient le RSE ou bien la recherche de solutions en climat. Et je me demandais, est-ce qu'en marketing, est-ce que vous avez une vision des valeurs en situation de crise? Est-ce qu'elles vont changer? Est-ce qu'elles vont migrer? Et quelles sont pour aller plus loin, quelles sont les nouvelles valeurs qui vont se dessiner dans le futur? Et deux questions en fait. Quelles sont les valeurs dans le futur que vous imaginez? Et quelles sont les valeurs? Est-ce qu'on ne revient pas aux fondamentaux en situation de crise comme on va traverser en ce moment? Excellente question. Alors, je peux peut-être esquisser un début de réponse, évidemment, je laisserai le loisir de compléter. Sur la question des valeurs, elle est complexe parce que j'ose croire, et je partage que ma conviction personnelle, que les valeurs qui sont portées par l'ESG resteront le driver pour tous et ne feront que fédérer un peu plus de monde tous les jours. Sur la question du risque, en tout cas les études, et quand j'échange avec les gens chez nous, c'est qu'il faut regarder ça dans une vision de perspective et de long terme. Les changements sur la place des hydrocarbures, sur la question du sourcing de produits,
elles seront revisitées, elles sont déjà revisitées, et aussi, j'enlève évidemment tout sauf le dramatique de la situation, mais les choses peuvent donner l'impression dans un très court terme qu'elles s'opposent, mais finalement, elles ne sont souvent que des accélérateurs. Parce qu'on le voit bien, la question première, c'est la question de la dépendance. Sommes-nous trop dépendants d'autres économies? Sommes-nous trop dépendants de ressources? Ce sont des ressources qui ne sont pas pérennes, les hydrocarbures. Donc, au-delà de la question générale, c'est la question, essayons de trouver des modèles où, et je veux pas, voilà, la première économie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc, on est toujours sur ces questions-là, de repenser la stratégie de l'entreprise dans du long terme, en s'adaptant à des éléments de contexte qui la rendent, cette stratégie, plus ou moins difficile à mettre en place. Il y a un principe de réalité. Mais j'ose croire que ça ne vient pas complètement rebalayer les stratégies des entreprises. Je crois qu'on va devoir rendre la scène. Merci à tous pour... Ah oui, un mot de fin, c'est très bien. Un mot de fin par personne? Ok, bah oui, puisqu'on a commencé par un mot au début, donc finissons par un mot chacun. Et juste pour compléter, effectivement... On a dit un mot. Ah oui. Juste la résilience, la quête de sens, la solidarité, normalement, ça devrait balayer pas mal de trucs. Ça devrait... Et puis, qu'est-ce qui est autour de soi, hein. Autant le Covid, par exemple, avait changé tellement de choses. Tout le monde voulait se réinventer. Rien que tu prends des pôles emploi, on travaille avec Pôle emploi en ce moment. Enfin, on est en pilote avec certains trucs pour Humanava. Et la moitié des gens veulent se réinventer. Là, je pense qu'avec l'Ukraine, ça va être encore point, parce qu'il y a cette petite dose de peur qui revient, mais par contre, un peu plus de solidarité. Donc, bon. Et sinon, l'exemplarité, ce serait mon mot de fin. Il faut qu'on essaie d'être exemplaire, ou sur le côté sociétal, ou sur le côté environnemental, si possible les deux. Et voir long terme. Et long terme. Merci. Stéphane? Moi, si je résume tout par un mot, je dirais émotion. Émotion. Engagement. Ce serait facile de dire joyeux, mais moi je resterais plutôt sur la rencontre et sur le partage. Parce que voilà, en période de crise et de confinement, on a vu à quel point c'était important de pouvoir se rencontrer et être ensemble. Et voilà, je pense que ça c'est important. Et bien, merci à tous pour votre participation, pour ces échanges qui, j'espère, ont été inspirants pour vous. En tout cas, moi, c'était très inspirant et c'était vraiment joyeux de préparer avec vous cette conférence. Donc, merci pour tout. Merci. Merci, Émilie.